2023. C'est qui le chasseur? C'est Olivier Coiteux. Bien content. C'est incroyable. Incroyable. Je suis pas capable de faire le tour. Bravo, man. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis monté à Québec rencontrer Olivier Coiteux. Vous comprendrez pourquoi. Regardez ça, ce qui est à côté de moi là. C'est un buck qui score brut 200, hein? 199. 199 et 5-8. 5,8. Hey, c'est pas des blagues. Sans faire, je suis venu ici, pas juste pour voir le chevreuil, mais surtout pour entendre l'histoire et l'enregistrer pour vous, parce qu'il y a des notions techniques qui sont intéressantes. Il y a des choses à apprendre de Olivier, malgré le fait qu'il chasse juste le chevreuil depuis 4 ans. Fait que je suis monté aujourd'hui. Tout d'abord, félicitations à nouveau. Merci Charles. J'ai rencontré Olivier, il est venu me voir au salon de Saint-Hyacinthe. Il m'a dit, Charles, tu viens de voir mon chevreuil. Effectivement, il fallait que je voie le chevreuil. Fait que tranquillement, je tourne une entrevue. Je pose des questions à Olivier. Il élabore là-dessus. Vous allez voir, c'est intéressant. Puis, ouvrez grand vos oreilles parce qu'il y a beaucoup de chasseurs d'expérience. Puis, même moi, il y a des petites facettes que j'ai appris déjà en discutant avec Olivier. Olivier, tu as récolté ton chevreuil à quelle date? 11 novembre 2023. D'ouverture de la carabine. OK. À quelle heure? 6h09. 6h09 le matin. Le matin, ouais. OK. Puis, pour savoir, connaissais-tu déjà l'existence de ce chevreuil-là? En fait, comme je disais tantôt, ça fait 4 ans que je chasse le chevreuil. Ça fait 3 ans que je chasse sur cette terre-là. Puis ça fait 3 ans depuis ma première année que je chasse là que je le prends en photo. Ça fait 3 ans que je le suis. OK. Je vois son évolution depuis les 3 dernières années. Puis cette année, c'était la première fois que j'ai pu le voir en fait là, durant le temps de la chasse. Puis avoir une chance en fait de le récolter là, cette année. Puis, combien de caméras tu utilises? Au début, quand j'ai commencé, j'en avais 2. Après ça, je tombais à 4, à 6, à 8. Là, je suis rendu à 12. 12 caméras cellulaires. 12 caméras après 4 années de chasse, c'est pas Ouais. des blagues. Hein? OK. Est-ce que tu considères que les caméras ont joué un grand rôle dans ton succès pour ce chevreuil-là? Ben, je dirais que oui. En fait, là, dans les dernières années, puis c'est sûr que j'ai pas un très très grand territoire, mais dans les dernières années, j'ai pu savoir à quel moment de l'année il était à quel endroit sur le territoire que j'avais. Puis également de savoir s'il était toujours aussi vivant aussi après le temps de la chasse. Puis je laissais mes caméras aussi après pour voir si c'est une chance l'année prochaine de le revoir sur mes caméras. OK. Puis cette année, ce que j'ai fait de différent versus l'année antérieure, c'est qu'à toutes les 3 semaines, je retournais sur mon territoire pour les déplacer une quinzaine de pieds. OK. Juste pour essayer, peut-être que là, je ne le prenais pas, mais peut-être que 15 pieds plus loin, je le pognais. Malgré le fait que ces caméras étaient cellulaires, tu retournais sur place pour les changer d'endroit. Ouais. Hey, tu étais très affiné dans ton approche. Ça, Même des fois, je pouvais aller mettre ma caméra, les déplacer, puis 2 jours après, une petite branche qui tombait devant, ben, je faisais l'aller-retour pour aller déplacer la petite branche. Là. OK. Donc, puis ton territoire, là, pour donner une idée aux gens, là, ça prend-tu un grand territoire absolument récolter un beau chevreuil? Parce qu'un mâle de cette catégorie-là, ben, un mâle à partir de 2 ans et demi, le domaine vital est sensiblement de 2500 à 3000 acres. Dépendamment des régions et densités de chevreuil, ça va ressembler à ça. C'est quoi l'exemple? C'est quoi ton territoire? C'est quoi tu chasses, toi? Ben, en fait, principalement dans mon territoire, c'est un champ. Donc, j'ai pris un 100 mètres par 1 km de champ. OK. Dans les dernières années, en fait, la première année, il y a 3 ans, c'était du maïs. L'an passé, c'était du soya. Et cette année, c'était du maïs à nouveau. Puis également, là, j'ai mon champ. Puis au bout de mon champ, j'ai un petit bois qui est à peu près 100 mètres par 100 mètres. Un boisé de 100 mètres par 100 mètres. Ouais. Avez-vous compris ça, là? 100 mètres par 100 mètres de bois tenant à un champ de 100 mètres par 1 km. Donc, tu avais une talle de bois de 100 mètres par 100 mètres. Tu sais qu'il y a bien du monde qui, à l'occasion, se font offrir soit des locations de territoire, parce que c'est la mode aujourd'hui, ou des permissions. Puis ils disent, c'est trop petit, je ne peux pas aller chasser là-dessus. Mon plus gros chevreuil à vie du Québec que j'ai tué, j'avais pas d'accès à la forêt. J'avais juste le champ que j'avais le droit d'aller. Les voisins ne voulaient pas me donner la permission. J'avais 2 pieds dans l'eau, dans le fossé pour le récolter. C'est quand même spécial. Hein? C'est d'être allumé à un moment donné. Puis ce que je trouve intéressant, c'est mon setup de terrain, c'est que de chaque côté, il y a quand même des boisés plus gros. Ouais. Donc, mon bois, je le voyais beaucoup comme un entonnoir naturel. Donc, tu sais, encore là, des choses que j'avais entendues, que j'ai vues dans des vidéos. Fait que j'utilisais beaucoup cette stratégie-là, justement, de passe naturelle, parce qu'ils sont en sécurité. Oui, mon bois est plus petit versus ce qui est autour, mais au moins, je peux avoir une espèce d'avantage que d'avoir un trop grand bois et de savoir où est-ce que je m'installe. OK. Mais ça, c'est bon. Moi, je dis souvent, moi, aux gens en formation, t'es mieux de chasser le bon spot sur un petit terrain que de chasser un mauvais spot sur un grand terrain. Hein? Hey, question comme ça, parce que tu as un petit territoire au niveau boisé, relatif grand territoire de champ,
T'allais-tu souvent sur place ou tu faisais beaucoup attention pour pas brûler la place, mettre des odeurs, puis pas bouleverser l'environnement? Ben, en fait, ce que j'aime avant tout la récolte, c'est de passer du temps en forêt. Fait que le plus de temps que je pouvais aller en forêt durant l'année, ben, je le faisais. Donc, autant déplacer les caméras, début de saison, on allait faire des salines. Ensuite de ça, ben, les années antérieures, ce que je faisais, ben, j'allais analyser beaucoup, voir y a-t-il des signes en fait, de chevreuil matures, de chevreuil des mâles, des faux grattés, des frottages. Fait que oui, j'allais souvent en forêt parce que c'était une excuse pour aller en forêt en tant que tel, d'aller sur mon territoire de chasse. Puis également, ben, ce que je trouvais intéressant, c'est que dans les années antérieures versus cette année, j'ai fait beaucoup de techniques. Fait que j'ai appliqué beaucoup de techniques en application versus les années antérieures, les 2 premières années de chasse que j'ai faites sur ce territoire-là. Pommes, carottes. Cette année, ce que j'ai décidé, c'est de délaisser pommes, carottes parce que dans les années antérieures, je voyais mon chevreuil durant toute l'année. Puis dès que je mettais des pommes, carottes pour chasser le tas de pommes, carottes, parce que moi, ce que je voulais voir, c'est du gibier, ben, je le voyais 1 fois, 2 fois, et après ça, il disparaissait. Il mangeait pas de pommes puis de carottes? Pas dans le temps, pas après que j'aille apporter en tant que tel, je le voyais plus. Est-ce que tu nourrissais aussi durant les périodes de chasse arc et arbalète? Oui, je commençais en fait dès dans les années antérieures, je pense que c'était à partir du 1er septembre qu'on peut apporter. 1er septembre, moi j'étais là avec, je t'ai montré une photo tantôt, j'ai un buggy, j'ai pas de 4 roues, fait que je m'amenais 350 livres de carottes sur mon buggy pour faire 1 km dans mon champ sur le bord de ma lisière pour pas briser le champ de maïs, puis j'allais porter ça dans mon spot. Fait que, je travaillais aussi beaucoup, j'ai mis des efforts en fait là-dedans, puis en fait cette année versus l'année antérieure, j'ai délaissé pomme carotte, puis j'ai décidé d'y aller plus dans la provocation en tant que tel. Donc, est-ce que tu veux y aller souvent en forêt? Oui, la réponse est oui, je vais le plus souvent possible. Puis cette année encore plus, parce que j'ai mis toutes les techniques possibles. Autant durant l'été d'aller faire un champ nourricier, d'aller couper mon champ nourricier, en fait, pour faire une repousse en tant que tel de mon champ. Tu l'as fait à même le champ de l'agriculteur chez qui tu Non, chasses? je l'ai fait dans la forêt. Dans ton 100 mètres par 100 mètres. Dans mon 100 mètres par 100 mètres, j'ai un petit sentier à droite de VTT. Je l'ai profité, je l'ai fait ça là-dedans. J'ai fait un 20 pieds par 30 pieds avec mon rotoculteur de jardin de maison que je me suis promené 1 kilomètre avec mon petit rotoculteur amené à bras, avancé dans le champ de maïs. J'ai travaillé fort avec mon père. Fait que le petit champ nourricier, après ça, de la provocation. Durant le temps de la chasse, un petit peu avant, justement, dans le coin de septembre, fin août-septembre, j'ai commencé à aller faire un petit peu plus de provocation, aller faire des faux grattés par terre, de commencer à mettre des petites urines en tant que tel, là, juste pour essayer d'attirer en tant que tel, de stimuler. J'ai changé mes caméras de place également. Puis, 1 semaine avant la chasse, j'ai décidé de faire un dernier blitz, je pourrais dire, en fait. Fait une semaine avant, c'est quand même assez proche. Là, autour du 5 novembre? 5 novembre, 4-5 novembre. Dernière fois que j'étais allé en forêt, ce que j'étais allé faire, des faux grattés. J'ai déplacé des caméras préorbitales. J'étais allé mettre des cordes sur des branches pour essayer de faire stimuler comme à la hauteur des yeux du chevreuil, du préorbital dessus. Toutes des choses que j'ai appris dans les vidéos de chasse-pêche des 20 dernières années, parce que ça fait juste 3 ans que je chasse. Là. On pourra en parler tantôt si tu veux. Mais ça fait longtemps que tu t'intéresses à ça. Ça fait longtemps que je m'intéresse à ça. Puis dans ma famille, j'ai pas de chasseur. Auparavant, je n'avais pas d'amis chasseurs en tant que tel. Fait que, souvent, on va voir les gens commencer à chasser parce qu'ils vont chasser avec un membre de la famille. Un mentor. Un mentor, exactement. Mais moi, les mentors que j'ai eus, c'était les animateurs à télé. Donc, en écoutant des vidéos YouTube, en écoutant des vidéos à toi, des vidéos de plein d'autres aussi personnes. Mais c'est sûr que j'ai toujours su que j'allais devenir un chasseur un jour, parce que j'adore la chasse, j'adore la pêche, j'adore la nature. Je savais que ça allait arriver, puis c'est arrivé il y a 4 ans. Puis l'année passée, ce que j'ai décidé de faire, c'est toutes les techniques de tout le monde, de mettre ça tout en commun, puis essayer de faire tout. Un melting pot. De tout. J'ai tout essayé l'année passée. As-tu vu de l'interaction sur tes faux grattages? Ben, en fait, justement, 1 semaine avant la chasse que j'ai faite, j'étais allé faire des faux grattés, j'étais allé faire du préorbital, puis j'ai fait aussi la technique du micro-appâtage, que j'avais aussi appris d'une personne de vidéo que j'ai regardé dans les années antérieures, que j'ai mis en application. Donc, c'est une recette maison que j'ai faite. Là. Donc, un micro-appâtage, je me suis fait une grosse chaudière, j'ai tout mis ce que je pensais mettre dedans, fait que j'ai fait une recette maison. Puis ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire plusieurs petits tas en tant que tel sur mon terrain, donc 100 mètres par 100 mètres. Là. Okay. J'ai fait peut-être 100 petits tas, fait que je me prenais avec ma chaudière. Puis j'ai fait des petits tas vrai gros là, de 3 pouces par 3 pouces. J'ai fait plein de petits tas comme ça un petit peu partout, avec une réactivation de mes faux grattés. Puis la nuit même de ce que j'ai fait, ce setup-là, je l'ai vu toute la nuit, celui-là, sur toutes mes caméras. Il a passé toute la nuit, là, il se promenait petit tas par petit tas. Il allait frotter où est-ce que j'ai fait mes faux grattés. Il allait sentir où est-ce que j'ai mis mon préorbital. Il a resté la nuit complète sur mon territoire. Donc, la nuit même, il a fait beaucoup de démarches sur ton 100 mètres par 100 mètres, c'est-à-dire qu'il a déposé beaucoup d'odeur humaine, on s'entend, là.
Le chevreuil a passé la nuit à tourner là. Mais il était encore là au matin, je pense. Hein? Ouais, de 6h à 6h30, il était dans mon champ de maïs où est-ce que j'ai fait mon micro-appâtage dans le champ de maïs, puis il restait là pendant près de 30 minutes de temps avec 2 femelles à se nourrir. Donc, ce que j'ai décidé de faire la veille de la chasse, parce qu'une semaine avant, ça avait fonctionné, il était rentré, il était là, puis je l'avais gardé sur mon territoire. L'important, Ouais. j'ai pas un gros territoire, fait que l'important, c'est de le garder là. Il passe du temps sur place. Ben, ce que je pense que le micro-appâtage a peut-être aidé parce qu'il essayait de toutes les manger. Fait qu'il était tout le temps en mouvement. Il était pas sur un gros tas où est-ce que là, il se sentait en insécurité parce qu'il était là pendant trop longtemps. Le fait qu'il y ait plein de petits tas partout, mais il était toujours en mode déplacement. Des fois, il partait du point A, aller au point B, aller au point C, il revenait au point A, mais il était toujours en déplacement en tant que tel. Fait que c'est peut-être ça qu'il l'a gardé en tant que tel sur mon territoire. Fait que la veille de la chasse, je me suis dit, je vais refaire exactement le même scénario en tant que tel. Je suis rentré en forêt la veille, soit le 10 novembre. J'ai refait des odeurs humaines. Je me suis À quelle heure promené. t'es allé? Je suis allé en fin de journée. Puis il était aux alentours peut-être de 4-5 heures le soir. 4-5 heures le Puis à soir. 6h08, il était là. Puis La je l'avais plupart du monde font tout pour éviter d'aller là dans la dernière heure ou Ouais. les 2 dernières heures parce que c'est à ces heures-là qu'on a souvent le plus d'action à la chasse. Ouais. Fait qu'à 4-5 heures le soir, puis je suis rentré dans mon bois. J'ai refait la même affaire, réactivé mes faux grattés, réactivé mon proorbital, refaire mes petits tas de micro-appâtage avec ma petite chaudière de ma recette maison. Puis j'ai pris une décision que j'avais jamais prise dans le passé, c'était de regarder le vent pour le lendemain, de chasser à bon vent le lendemain matin. Fait que ce que j'ai décidé, c'est que dans mon champ, j'ai un tristène, dans mon bois, j'ai un autre tristène et un autre tristène à gauche, j'ai 3 tristènes en tout. Mais je me suis dit, il était là la semaine avant, dans mon champ, à 6h, 6h30. Fait que je me suis dit, s'il refait la même affaire, je veux pas être dans mon tristène si le vent il vient de la gauche. Fait que j'ai décidé de me mettre une tente en plein milieu de mon champ de maïs. Donc, si on entend aussi des Maïs histoires... récolté. Maïs récolté, oui, maïs récolté. On entend des histoires, mets ta cache 2, 3, 4 mois d'avance pour que le chevreuil s'habitue en tant que tel là, à une nouveauté en fait sur ton territoire. Moi, je suis allé plus dans l'effet de surprise. Parce que j'ai aussi entendu des histoires comme de quoi que un effet de surprise peut aussi en fait être bénéfique là, pour le gibier. Fait que je me suis décidé de mettre une tente en plein milieu de mon champ de maïs, à vue en plein centre. Et si le lendemain matin, le vent arrivait dans le sud-ouest, je me serais installé dans ma tente pour la chasse. Puis le lendemain matin, en me levant, le vent était sud-ouest. Donc, en rentrant dans mon champ, j'ai décidé de m'installer dans ma tente puis rentrer à ça. Puis, avoir entendu ce qu'il dit, en rentrant dans son champ, on entend beaucoup de chasseurs souvent qui disent je peux pas rentrer à la chasse le matin parce que moi, pour accéder à ma forêt, il faut que je passe par le champ, puis ils ont peur de lever des chevreuils. Puis, effectivement, ça arrive qu'on lève des chevreuils, mais il y a une approche particulière. Toi, pour rentrer à la chasse, pour pas que les chevreuils aient peur de toi, qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est encore là, c'est un de mes amis qui m'a dit que lui faisait ça pour rentrer dans son spot de chasse. C'est un peu comme à l'ornière, de simuler que j'étais un chevreuil. Donc, je me suis promené en fait dans mon champ avec des petits pas saccadés, mon grunt au cou, à tous les 2-3 pieds, je tapais du pied par terre pour faire comme si j'étais un chevreuil qui signalait sa présence avec des vibrations au sol. J'avais pas comme anticosti des petits mouchards blancs là, pour faire comme si j'étais un chevreuil, mais avec des coups par terre. Puis également, j'avais mon grunt, puis à tous les 4, 5, 6 pas, je suis lâché des petits grunts juste pour essayer de simuler que j'étais un chevreuil. J'ai entendu des chevreuils se sauver, en fait, en me rendant justement à ma tente. Oui, parce que le maïs était sec. Là. Le maïs était sec, donc en marchant, c'est sûr, des chevreuils qui se sont sauvés. Il n'y a pas de chevreuils qui m'ont sifflé. Est-ce qu'il était là dans mon champ le matin, il est parti, il est revenu? Je ne sais pas, je ne l'ai pas pris sous caméra, en fait, là, durant la nuit et durant le matin sur mes caméras. Mais je sais que j'ai fait peur à certains chevreuils. Donc, mais tu sais, le fait d'avoir simulé, d'être installé dans ma tente à 45 minutes avant l'heure légale de la chasse, j'ai commencé ensuite de ça à faire du bruit. Peut-être à 10-15 minutes avant l'heure légale, j'ai commencé à faire des grunts, un peu de rattling, des bêlements de femelles. Donc, j'ai fait du bruit dans ma tente en tant que tel pour essayer de simuler, en fait, là, un environnement où est-ce qu'il y avait du chevreuil. Puis à 6h05, quand l'heure légale est arrivée, là, j'ai pris mes jumelles, j'ai scruté le bois, puis j'ai vu un buck à ma droite, donc dans mon petit trou de fenêtre à droite. Là, il suivait une biche, je pense. Il suivait une biche à ce moment-là. Ben, c'est ça, j'ai vu qu'il y avait un buck. J'ai pas vu que c'était ce buck-là. Donc j'ai vu qu'il y avait un buck. J'ai regardé son environnement, j'ai vu qu'il était avec une femelle. C'était pas dans la position que je voulais prendre mon tir en tant que tel, parce que je m'attendais à tirer en avant où est-ce que ma tente est, je vois au travers, tout ouverte en avant, avec mon trépied, ces choses-là. Là, j'étais vraiment mal positionné à droite. J'y voyais qu'il suivait une biffe. Je me suis dit que j'allais le laisser avancer à mon micro-appâtage comme une semaine avant il avait fait. Donc là, il était à 6h06, 6h07 quand je l'ai vu.
La semaine avant, à 6h20, il était en avant de ma tente où est-ce que j'avais positionné micro-apportage. Fait que je me suis dit probablement qu'il fait le même scénario que la semaine d'avant. Fait que je me suis dit que j'allais attendre de prendre le tir. Jusqu'à temps que je me parle à moi-même, puis je me dis, ben ça se peut que c'est ta seule chance de ta vie de pouvoir tirer sur ce chevreuil-là. Fait que j'ai décidé de prendre le tir à ma droite. Puis finalement, il est tombé là. Donc, il est tombé dans mon champ. Fantastique. Puis, moi, j'avais une autre question. Quand tu dis micro-apportage, tu en avais mis et dans le champ et dans le bois. Ouais. OK. Puis, on sait très bien que les chevreuils mâles matures, dépassés sensiblement à 8-9 novembre, ça mange beaucoup moins. Ton interprétation, la nuit avant sa récolte, l'avais-tu eu en photo? Je ne l'avais pas vu en photo comme la semaine précédente. La semaine précédente, il était sur mon territoire, puis j'ai dû avoir à peu près 150 photos de lui parce qu'il mangeait tous mes petits tas là, que j'avais fait. La veille de la chasse, quand j'ai fait le même scénario, toute la nuit, mais en fait, le même matin, en me réveillant, comme tout chasseur, ben, tu regardes ce que tu as sur tes caméras avant d'aller à la chasse, même durant le temps de la chasse ou hors temps de la chasse. Moi, ma première chose que je fais le matin, avant même de prendre mon café, c'est de regarder mon spike point puis mon tac-tac-cam, puis de regarder justement mes photos que j'ai eues durant la nuit. Fait que le matin, je regarde, aucune photo de lui. Beaucoup de photos de chevreuil, autant des mâles aussi, des femelles, mais aucune photo de ce gros-là. Fait que est-ce qu'il était plus en mode, on va dire, plus en mode de route à ce Recherche, moment-là? il suivait une biche. Il suivait la biche en tant que telle. Donc, il n'y avait pas le même comportement que la semaine d'avant, plus en mode de nutrition, mais il était quand même là. C'est sûr qu'une semaine, à cette période-là de l'année, ça peut faire toute la différence. Mon autre question, quand tu me disais que tu avais été nourri la semaine d'avant, autour du 5, là, tes premières photos de lui, là, la nuit magique, disons, là, du 5 novembre, du 4 au 5 novembre, toi, tu demeures ici, on est à Québec. Ouais. OK. Puis, ça, c'est un territoire qui est à plus ou moins 1h30. 1h30, ouais. Puis, tu vas nourrir et tu reviens ici. Ouais. OK. Durant la semaine, as-tu l'impression qu'il a resté des appâts toute la semaine à ton spot? Ben, en fait, en le voyant se promener comme ça toute la nuit, puis je suis allé juste une semaine plus tard. Une semaine plus tard, il n'y avait plus rien. Là. Partout où est-ce que je fais des petits stops par terre, puis tu sais, j'ai quand même mes caméras, ils étaient encore là. Puis je dirais que j'ai eu un gros blitz les 2 premières journées. Puis après ça, j'avais plus autant de photos de façon régulière que justement là, la nuit magique qu'on pourrait apprendre en tant que telle. OK, tu as mis ça en micro-appât, tu as déplacé ça sur plusieurs mètres carrés, même voire centaines de mètres carrés. Mais la quantité, c'est un mélange genre de moulé maison que tu t'étais fait, on va dire ça de même. La quantité, une chaudière, 10 chaudières. C'est une poignée. Je mettais une Non, poignée. non, mais au total. Au total, mais la veille, la semaine avant, j'avais une chaudière blanche en tant Une que telle. 18 litres. Une 18 litres. Simplement ça. Seulement 18 litres. La veille de la chasse, j'ai pris un plus petit format à ce moment-là parce que je vais y aller plus en plus petite quantité parce que je ne m'attendais pas à ce que le premier matin je le récolte. Ouais. Mais au lieu d'y aller en plus grosse quantité, je vais y aller plus en rareté. Fait que là, la veille de la chasse, j'ai réduit ça à un 9 litres, là, une moitié de chaudière en tant que tel. Fait que, au début d'une semaine, je m'étais dit que je voulais qu'il en reste le plus longtemps possible. Puis la veille, ben, je voulais qu'il y en ait le moins longtemps possible en tant que tel. Je voulais créer une espèce d'effet de rareté en tant que tel pour essayer d'attirer quand j'allais en mettre qui allait être attiré par ça. Donc j'avais changé la plus grosse chaudière par une plus petite chaudière la veille de la chasse. Okay. Seulement. Hey, avant que j'oublie, parce que là, le hamster spin, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Le pointage net du chevreuil qui est ici. Ouais, 180. 180 net. Net. Bone & Crockett. Ouais. Pour ceux qui connaissent un petit peu moins le système, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Il est beau en vidéo, là, je vous le dis. Là. On est en avant de la caméra un peu, là, mais le voir en personne, ce chevreuil-là, c'est quelque chose. Le brut, 199. 199, ouais. 199. Au niveau Bone & Crockett, record québécois, il y a 3, je pense. Troisième au Québec. Donc, officiellement répertorié, parce que les absents ont tôt ou tard. 3e plus gros chevreuil récolté au Québec dans l'histoire. Bone & Crockett, bien entendu. Mon autre question, parce que là, je disais que les gens pourraient peut-être le voir. J'ai remarqué cet hiver que tu te promenais, que tu avais fait un peu de salon, tu as été participé on t'a vu aussi dans des tournées de films. Moi, je t'ai rencontré, je l'ai vu, ton chevreuil, pour la première fois au salon de Saint-Hyacinthe. Tu as 33 ans? 34. 34. Puis tu fais quoi comme travail? Je suis courtier en assurance. Courtier en assurance. Puis c'est quoi ton intérêt de promener un petit peu ta bête naturalisée, qui, on s'en le dit, quand c'est naturalisé, ça peut être fragile. C'est quoi ton intérêt en arrière de tout ça? Ben, en fait, je veux surtout faire la promotion qu'au Québec, des chevreuils comme ça existent. Que quand tu mets de l'énergie, puis tu persévères, puis tu y crois, ben, que tu as la chance de pouvoir peut-être récolter un chevreuil comme ça ici, au Québec. Avec la gestion, je pense que de mon côté, quand j'ai commencé à chasser il y a 4 ans, 3 ans sur ce territoire-là,
On parlait beaucoup tantôt de caméras, mais mes caméras, c'est pour voir justement mes chevreuils, mais c'est aussi pour essayer de les comptabiliser, à savoir c'est quoi le ratio de mâle-femelle que j'ai sur mon territoire, pour essayer d'avoir une bonne gestion en tant que tel. L'an passé, ben, j'ai récolté une femelle parce que j'avais beaucoup de femelles sur mon territoire en tant que tel. Fait que c'est pour ça que. Fait que c'est quoi mon but de me prendre avec mon chevreuil? Ben, c'est surtout de. Tu sais, je fais pas aucune promotion de produits, aucune promotion de les techniques. Pourtant, tu es un amateur, tu aimes utiliser et essayer toutes ces approches-là. Oui, mais encore là, je l'ai tellement utilisé que je me sentirais pas confortable de dire je l'ai récolté à cause de ce produit-là. Je l'ai tellement utilisé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Dur à dire. C'est dur à dire. Fait que, je ne vais pas faire une promotion de produit, mais c'est plus une promotion peut-être de technique en tant que telle que j'ai appliquée. Mais surtout, d'encourager les gens à en essayer des choses. Je pense que oui. Puis tu disais tantôt, on ne veut pas rentrer dans notre bois trop proche de la temps de la chasse parce qu'on va mettre des odeurs. Cette année, quand je suis rentré dans mon champ, là, je me suis mis aucun cache-odeur sur mon linge. Là. Je suis rentré à la chasse en noirceur, là, je ne m'étais même pas pulvérisé quoi que ce soit sur mes vêtements pour enlever les odeurs. J'étais juste à bon vent. Fait qu'il ne m'a jamais senti. Mais tu avais une attitude, tu te comportais comme un chevreuil. Exactement. Chose qu'on fait, nous autres, les guides de chasse à l'ornière, on fait tous. Puis moi-même, c'est quasiment 35 ans, je pense que c'est 34 ans de chasse au chevreuil. Puis j'ai jamais pensé faire ça, me déplacer en me comportant comme un chevreuil. Je le dis en toute humilité. Et je le sais, j'y ai déjà pensé que ça pouvait se faire, mais je ne l'ai jamais fait. Mais il y a une affaire aussi qu'elle m'a fait remarquer tantôt quand tu t'exprimais. Ce que je trouve un parallèle intéressant, c'est un gars d'expérience vis-à-vis des fois un néophyte. Mais un néophyte ne veut pas dire moins intéressé ou moins intense. C'est que tous les petits détails, tu joues ton rôle, tu y vas à fond. Des fois, quand on a plus d'années d'expérience, on est dans une zone de confort, puis il y a des détails auxquels on ne croit plus. Puis moi, peut-être que je n'y croyais plus instinctivement ou indirectement que tu peux rentrer dans le champ et te prendre pour un chevreuil. Je considérais que ça peut-être indirectement, ça valait pas la peine. Je faisais le tour par le bois, puis si j'enlève un, je me disais, c'est pas grave, tu sais. Mais ça, ce que je trouve intéressant, puis je vous invite les gens à analyser un petit peu la façon qu'il a récolté son chevreuil. Il y a quand même pas mal d'enseignements. Il y a des facteurs là-dedans qui sont la chance, c'est clair, mais il y a des facteurs qui peuvent vous informer. Premièrement, moi, je vous encourage, soyez curieux, allez-y en forêt, faites-en des essais. Puis, ce que je remarque, c'est que tu en passes du temps sur place. Oui, effectivement. Quand tu voyages, est-ce que tu couches là-bas durant la saison de chasse? Oui, en fait. Tu as un endroit pour coucher là-bas? Oui, mais en fait, mes parents demeurent à Drummondville, donc c'est facilitant, c'est tout près quand même de mon territoire. Fait que j'ai encore de la famille à Drummondville. Je suis originaire de là. Donc, quand je vais à la chasse, ben, j'ai un petit pied à terre pour dormir. Mais c'est le contraire dans le temps de la chasse au dindon. La chasse au dindon, je pars le matin à 2h30 de Québec pour m'en aller en montagne. Oui, je fais un aller-retour le matin, je pars à 2h30 pour m'en aller sur mon territoire, je chasse, puis je reviens à midi. Le fait est qu'au dindon, on n'a pas de chasse l'après-midi. Ouais. Fait que t'es comme condamné là-bas. Pour... Je pourrais coucher là la veille. Ouais. Mais c'est un peu intense. Tout est dans l'intensité. J'ai encore une ou deux questions pour toi, Olivier, avant de terminer. Aujourd'hui, après avoir récolté un chevreuil de cette catégorie-là, te considères-tu un chasseur de trophée? Non. Non? J'ai jamais, j'ai jamais chassé pour chasser des trophées en tant que tel. C'est extraordinaire, c'est le fun, c'est une belle source d'adrénaline, d'accomplissement. Mais moi, je suis plus un chasseur de fierté, puis je suis passionné de la chasse en tant que tel. L'année passée, j'ai chassé 7 jours de temps pour finalement récolter ma femelle. Mais j'étais ultra fier quand j'ai récolté ma femelle après 7 jours parce que ça faisait 7 jours que je voyais rien, que j'ai persévéré, puis j'ai pu récolter mon chevreuil. C'était pas un trophée, c'était une femelle, mais j'étais fier. Je suis pas un chasseur de trophées. Je le souhaite à tout le monde de récolter un chevreuil comme ça. Mais par contre, il ne faut pas oublier, en tout cas, moi de mon côté, je ne chasse pas pour les cornes, je ne chasse pas pour le trophée. Je vais vraiment chasser parce que je suis un passionné, puis j'aime justement passer du temps en forêt, puis d'avoir le sentiment justement pas du travail accompli. Parce que tu disais tantôt, je fais beaucoup de temps en forêt, j'essaie beaucoup d'affaires. Récolter un animal, c'est un peu comme un jeu d'échecs en tant que tel. Il faut essayer de déjouer, en fait. Là. Oui, il y a des gens qui vont mettre un gros tas de pommes, comme je faisais les 2-3 années antérieures. Je mets un tas de pommes, le chevreuil rentre, je récolte mon chevreuil. C'est de le déjouer en tant que tel. Mais cette année, je trouve ça encore plus intéressant parce que je me suis amené mon degré de difficulté à un autre niveau, différent. Puis, en essayant plein de choses, puis en ayant des résultats sur caméra, justement, de ce que j'ai fait puis ce qui a fonctionné, c'est un accomplissement avant tout que le trophée en tant que tel. Oui, ça, je partage cet avis-là. D'ailleurs, j'encourage les gens tout le temps à chasser pour se réaliser, vivre des belles choses. Toujours en fonction aussi du potentiel du secteur, parce que là, on parle d'un chevreuil de catégorie mondiale. Juste pour vous donner une idée, dans l'Est de l'Amérique du Nord, là, Canada, États-Unis, c'est le plus gros dans l'Est.
Là, on parle aussi des provinces comme la Pennsylvanie, l'État de New York, New Jersey, Maine, pour ne nommer que ceux-là. Tu as même été invité, je pense, à... Le Northeast Big Buck Club, Ouais, c'est ça. le banquet en juillet, ouais. Tu vas C'est y le aller? plus gros, en fait, en 2023, là, qui a été récolté dans le nord-est américain. Et si on prendrait, on divise le Canada en 3 ou en 4, puis on prend une ligne médiane, on sépare l'Est, c'est le plus gros chevreuil qui a été récolté. C'est quand même exceptionnel. Ouais. Je vous le dis, si Olivier fait d'autres événements, puis vous avez vu passer cette vidéo-là, allez voir le chevreuil en tant que tel. Olivier est intéressant, son histoire est super captivante, mais ça reste que ça, c'est quelque chose. J'en ai vu des chevreuils morts, des chevreuils naturalisés, puis quand on sait d'où il prévient, c'est encore plus fort comme événement. Dernière chose, t'avais-tu les mesures dans la tête, la longueur des beams, t'en souviens-tu? C'est 30 pouces, hein? 30 pouces de beams, 30 pouces chaque côté. les deux pas mal symétriques. Les deux pas symétriques. Où est-ce qu'ils scorent le plus, c'est sur la masse. Puis quand j'étais allé à Burlington il y a quelques mois, là, les Américains, eux autres, c'est la masse. Ouais, c'est ça qui est rare là-bas. Ouais, c'est ça qui est rare. Puis je me promenais des rangées, puis je me faisais arrêter à tous les deux pieds parce que au chevreuil, j'avais une panache avec moi, puis la masse, il fait 46 pouces dans la mesure, 46 pouces de masse. C'est quasiment 4 pieds quand tu mets ça une règle par terre. Là. Ouais. Fait que c'est 46 pouces de masse. Ouais, D'un côté, je fais même pas le tour avec, effectivement. Ah non, c'est quand même Fait que c'est fascinant. 30 pouces de beam, 20 pouces de largeur, mais c'est la masse qui fait du 46 pouces de masse. Là. OK. Capoté, les amis. Hey, la dernière fois, Merci, félicitations. Charles. Merci beaucoup. Merci pour ton temps. Je me fie sur toi de m'envoyer tes photos, tes images vidéo. Moi, je vais vous faire un beau montage vidéo. Je vais intégrer ton suivi parce que tu l'as connu pendant 3 ans. Ouais. Tu l'as en velours. Ouais. Tu l'as-tu en velours en développement à quelques périodes? Ouais. Ou... Ouais. Et en velours, avec le velours, ça devait être assez fou, là, Ouais, c'était gros. la masse. C'était gros. Hey, encore un gros merci, Olivier. Merci, Charles.